Alors bienvenue dans ce second épisode de la Nik Collection 4. Je vous rappelle que j'avais fait un module et dossier complet sur Vivezza 3 de cette Nik Collection 4. Je vous invite à aller voir cet épisode. Je vous mets l'étiquette en haut à droite, d'accord. Aujourd'hui, nous allons attaquer Silver FX Pro 3. J'ai décidé de vous faire un dossier complet aussi également, puisqu'il s'agira de traiter du noir et blanc avec Silver FX Pro 3. Et vous allez voir que cet outil est relativement très intéressant. J'ai décidé de vous mettre ceci en avant avec Affinity Photo. Je vais vous montrer la démarche, comment la Nik Collection 4 a été installée bien sûr dans Affinity Photo. Là je suis sur PC. Bon, donc sur PC, vous devez vous rendre dans Édition Préférences. Sur la version Mac, bien sûr, c'est un autre raccourci. Je pense que c'est le fichier Préférences. Il faudrait que j'aille voir sur mon Mac. Là, ici, nous sommes donc dans le module Photoshop. Vous allez dans le module Photoshop. Alors bon, vous voyez ici qu'elle est installée par défaut, la Nik Collection. Au pire des cas, si elle n'est pas installée par défaut, ce qui m'étonnerait quand même fortement, vous allez dans Addition, vous allez dans Programme Files, Nik Collection, elle sera ajoutée juste ici. N'hésitez pas à cliquer sur Autoriser l'utilisation de modules inconnus, d'accord, ce qui va vous permettre d'utiliser les différents plugins de la Nik Collection. Et bien sûr, vous cliquez sur Fermer. Alors, une fois que cela est fait, bien sûr, ce qu'on va faire dans Affinity Photo, je vous présente la photo. Bon, forcément, c'est une ancienne mine dans les Cornouailles au Royaume-Uni où je réside. Je vous rappelle que je réside dans la région des Cornouailles au Royaume-Uni. Pour la petite histoire, dans les Cornouailles, vous avez toujours le passé des mines d'étain, d'accord? Et là, il s'agit d'une petite ruine que vous pouvez trouver un peu partout dans les Cornouailles. Et ce que je vais faire, c'est CTRL-J pour faire un duplicatage justement de cette photo-là sur un calque. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est filtre, d'accord. Vous allez aller dans module, Nik Collection. Et bon, bien sûr, on va aller sur Silver FX Pro 3. Comme vous le remarquerez, bon, l'interface a changé, elle a été épurée, bien sûr, comme la version de Vivezza 3. On a quelque chose d'intéressant aussi dans Silver FX Pro 3, c'est qu'on a, bon, forcément, tout ce qui est preset ici à votre gauche, d'accord. Là, on a l'intégralité, on a la possibilité d'utiliser ces presets de noir et blanc pour justement jouer sur notre photo. On a bien sûr la possibilité de créer des presets personnalisés, d'en importer, et vous avez bien sûr un historique qui est fortement intéressant ici. On reprend un petit peu les mêmes choses que la Vivezza ici, vous avez le comparé avant-après. On n'a pas fait de modification ici sur cette version noir et blanc, donc on n'a rien à faire ici pour le moment. La séparation, bon ici, la séparation comme ceci. Bon, là, pour l'instant, on ne verra pas de différence, comme je vous l'ai dit. Au niveau des options du zoom, là, vous avez un rapport à l'écran avec des bords, comme vous voyez ici, grisâtres, juste comme ceci. Si vous faites fil, vous remplissez tout l'écran, d'accord. Si vous faites du 1 sur 1, là, vous avez bien évidemment un zoom sur l'écran. Du 2 sur 1, vous voyez juste comme ceci. 3 sur 1, ça va zoomer encore plus, bien sûr. Là, si vous mettez sur du 1 sur 8, forcément, ça va dézoomer. Vous voyez, juste comme ceci. On va revenir un peu sur la version comme ça. Et après, bon, on peut zoomer un petit peu à 1 sur 2. Voilà. On a toutes ces choses-là à prendre en compte. Là, par définition, on va le laisser sur Fit, juste comme ceci. Alors, la section des presets qui est relativement intéressante ici sur la gauche. Bon, comme vous voyez là, vous avez tous ces presets qui sont... Ici, vous avez la possibilité d'utiliser les presets du 25e anniversaire aussi, de la Nik Collection. Bon, les classiques qui sont ici, d'accord. Vous pouvez même rajouter des petites étoiles où vous avez vos favoris. Si vous cliquez sur favoris, vous allez tomber sur vos favoris comme ceci. Si je remets par exemple 2 étoiles, 3 étoiles, je repars dans une autre catégorie, je mets une étoile ici, une étoile là. Si vous cliquez sur favoris, là forcément je suis dans le 25e anniversaire dans ce dossier-là. On va tomber sur les 2 favoris de cette catégorie. Et si par exemple je mets tout, je vais retomber sur les favoris de tout ce que j'ai cliqué lors des différents dossiers que vous voyez là. Bon, ça c'est une petite chose à savoir qui est relativement facile. On en reviendra un petit peu après sur ces presets. Je vous expliquerai un petit peu. Bon là on va décocher ces trucs-là. Alors, on va reprendre les choses de base comme la dernière fois, d'accord. Alors, on va commencer ici, vous avez une petite loupe qui est là, d'accord. À chaque fois, vous allez vous déplacer dans l'élément de l'image, comme vous voyez ici.
vous avez un effet loop qui est juste ici. Vous voyez en gros plan ce qui se passe là. D'accord? On a le zone system, d'accord? En fait, ce zone system représente la luminosité de 0 à 255, comme vous pouvez le savoir. Bon, là, ici, vous avez le pur noir, vous avez le pur blanc. Et ces petits carrés-là, vous allez voir, plus vous allez avancer sur ces carrés, bon là, vous voyez ici, vous avez des parties hachurées qui apparaissent justement sur l'image, d'accord? Ces parties hachurées représentent justement les parties qui correspondent à ces niveaux de tonalité-là. Vous voyez, bon là, on arrive sur du gris à peu près comme celui-ci. On voit que dans cette image-là, si je clique dessus, on a cette partie-là qui correspond à cette partie de tonalité-là. Si je vais un petit peu en avant, vous voyez, si je clique dessus, bon là on a deux zones de sélectionner, on a la 5 et la 6, bon vous voyez, ça vous permet de localiser les différentes valeurs de luminosité par rapport à la tonalité. Ici on a ce gris-là qui va apparaître sur cette partie de l'image. Si par exemple je vais aller là, voilà, on a cette partie justement au niveau des ombres, comme vous le voyez ici, qui est localisée par cette tonalité-là. D'accord ? Donc vous voyez, toutes ces valeurs de luminance ici sont représentées justement par un zone système, et ça vous permet un petit peu d'y voir un petit peu plus clair, et d'avoir un petit peu plus de précision. Très intéressant, puisque je vais en venir justement directement en dessous. Vous avez l'histogramme ici en valeur luminance, hein, comme à l'habitude. Voilà, ici vous avez le point noir, ici, point blanc, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez les ombres là, les hautes lumières, ici les tons moyens. Vous avez les différentes représentations ici en RGB, d'accord, l'ensemble, hein, rouge, vert et bleu. Après les canaux différents, bon là ils ne bougent pas au niveau de l'apparence, puisque forcément, ici on est en noir et blanc. On a ici tout ce qui est outils correction. En réglages globaux, bien sûr, on a le premier curseur de luminosité. Bon là, comme son nom l'indique, on va augmenter la luminosité et baisser la luminosité. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau de l'histogramme. Vous voyez qu'on bouge justement toutes les tonalités. Soit vers la gauche, on va assombrir, ou soit vers la droite, on va bien sûr éclaircir. On a ce premier symbole-là, d'accord, au niveau de la luminosité. Ensuite, on a les tons clairs. D'accord? Bon, les tons clairs, pas compliqué. Regardez ce qui se passe au niveau de l'histogramme. Là, on va bouger uniquement les tons clairs, soit vers la droite, ou soit vers la gauche. Alors, que va-t-il se passer réellement lorsqu'on regarde cela? Bien sûr, on va bouger tout simplement tout ce qui est zone claire dans l'image. On le voit très bien dans l'histogramme. Vous voyez cette partie-là, vous avez seulement cette partie-là qui bouge. Soit on les monte, soit on les descend. Vous voyez, juste comme ceci. C'est assez précis. Après, on a les tons moyens, d'accord? Là, on va jouer principalement sur la zone centrale de l'histogramme, hein. Vous le voyez très bien ici, sur la droite ou sur la gauche, vous voyez. On bouge simplement ici les tons moyens, d'accord? Soit on éclaircit les tons moyens, soit on assombrit juste comme ceci. Au niveau des ombres, tout simple, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, regardez, on bouge simplement la partie ombre ici de l'histogramme, on le voit juste comme ceci, soit on éclaircit les ombres, ou soit on assombrit. Ensuite, on a le curseur qui est juste ici de luminosité dynamique. Alors cette luminosité dynamique, bon, c'est quelque chose d'un petit peu plus précis que les autres curseurs. Là, ça va vous permettre, si par exemple vous allez aller vers la droite, vous allez forcément éclaircir, mais que va-t-il se passer? Vous allez conserver les détails dans les ombres. Et inversement, si vous allez ici vers la gauche, que va-t-il se passer? Là, c'est tout simple. Vous allez assombrir forcément l'image, mais vous allez conserver les détails quand même dans les tons clairs. Si je baisse la luminosité complète, regardez ce qui se passe. Bon, vous voyez que là, on est en train de baisser l'intégralité de l'histogramme, juste comme ceci. Mais là, regardez, si je baisse forcément vers la gauche, ben, vous voyez très bien ce qui se passe. On est en train d'assombrir, mais on conserve quand même les détails dans les tons clairs. Vous voyez? Si je fais l'inverse, bon, je refais encore à nouveau, regardez. Là, c'est la même chose. Là, on est en train d'éclaircir, mais vous voyez, on conserve les détails dans les zones sombres. Ce qui est fortement intéressant, parce que lorsque vous faites, bon, regardez, rien qu'en s'amusant avec ces curseurs-là, je vais juste un petit peu m'amuser. Allez, hop, je vais tout simplement baisser juste la luminosité, juste comme ceci. Je vais pas jouer sur la luminosité complète là. Je vais peut-être jouer un petit peu avec mes tons moyens. Je vais baisser un peu mes tons clairs, comme vous le voyez là. Et hop, on va dégager encore un petit peu les ombres juste comme ceci. Vous voyez que c'est fortement intéressant, ce curseur-là va nous permettre de jouer encore davantage sur l'image juste comme ceci. Si vous faites la petite différence, regardez entre le avant-après, bon là ici, hein, hop, avant-après, c'est subtil, ça marche relativement bien, rien qu'avec ces curseurs-là. Encore, on est sur des réglages globaux, bien sûr, hein. Alors, on va s'intéresser aux ajustements de contraste. Je fais l'ensemble de l'interface aujourd'hui, puisque j'ai décidé de faire un dossier complet justement sur ce plugin. Et je trouve qu'il est relativement intéressant pour le noir et blanc.
Un petit peu comme à l'effigie de Vivezza 3, qui permet un petit peu de rajouter un peu de couleur, de contraste, etc. Là, bon, pour le noir et blanc, je trouve que CellVRFX Pro 3 est vraiment l'idéal. Alors, on va continuer justement dans les ajustements de contraste. Première chose que l'on peut constater ici, le contraste. On va aller vers la droite, on va rajouter forcément du contraste. On va aller vers la gauche, on va enlever du contraste forcément. Il suffit de regarder l'histogramme. Si vous allez vers la droite, que se passe-t-il? Vous avez le point noir qui devient encore plus noir, vous avez le point blanc qui devient encore plus blanc. Vous voyez, ça s'écarte juste ici. Vous allez avoir un plus grand écart entre vos zones sombres et les zones claires. Les zones claires seront plus claires et les zones sombres seront plus sombres, d'accord? Ça va vous donner de la gouache ici au niveau de l'image. Bon, là, c'est sur le contraste général, bien sûr. Alors, ensuite, on a amplifié les blancs. Alors, forcément, les tons clairs vont devenir plus clairs, on le voit ici au niveau de l'histogramme, hein, ça bouge ici vers la droite, on s'occupe simplement des tons clairs. Et là forcément, on a amplifié les noirs, juste comme ceci, là ça va être aussi la même chose, regardez, là ça deviendra un petit peu plus sombre, et là regardez comment ça s'attaque au niveau de la densité, c'est vraiment intéressant. Ça peut être intéressant justement, grâce à cet algorithme qu'on a dans CellVRFX, si j'utilise par exemple amplifier les noirs juste comme ceci, et amplifier les blancs, regardez ce qui se passe. Bon, on peut interagir sur quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau de la courbe que le contraste qui va devenir vraiment violent si on l'applique justement juste comme ceci. Bon, vous voyez, bon, le contraste il est tel qu'il est, hein, d'accord. Tandis que là, ça nous permet bon, d'amplifier forcément les blancs, bon, amplifier les noirs, bon, vous voyez juste comme ceci, mais vous voyez que cette courbe reste contrôlée, juste comme ceci, elle part vraiment dans un équilibre vraiment assez sympa. On a un contraste ici plus doux, ici, justement, sur cette chose-là, vous voyez, qui est un petit peu plus contrôlé que le contraste que vous voyez ici. Ça vous donne un effet plus ou moins sympa sur l'image. Regardez les différents types de contrastes ici. Bon, celui-là, il est vraiment dense, hein, on le voit juste comme ceci. Et le contraste doux est relativement intéressant. Ça peut être vraiment relativement bien dans cette image si vous voulez faire des ajustements aussi justement au niveau des contrastes. Si vous voulez jouer avec les différents curseurs, il est possible de le faire. Regardez, par exemple, je rajoute un petit peu de contraste là. Je vais mitiger avec le contraste doux, vous voyez, juste comme ceci. Et après, je peux amplifier tout simplement les blancs et les noirs juste un petit peu comme ceci. Et vous voyez, ça fait une petite différence qui est relativement sympa. Avant, après, vous voyez, en 2 minutes, on a ramené du contraste ici sur l'image, rien qu'avec ces 4 curseurs, toujours dans les réglages globaux. Voilà, je peux revenir en arrière grâce à cela, bien sûr. Ensuite, on va jouer sur la structure. Toujours dans les réglages globaux. Alors l'ajustement de la structure, forcément, bon là, si on va aller vers la droite, on va rajouter du détail dans l'image. On va principalement aussi, bon, sur le curseur de structure, on agit aussi principalement aussi sur les tons moyens. C'est là que ça va agir pour ramener du détail sur l'image. Hein, je vous le cache pas ici, on le voit ici. Là, ce qui est relativement intéressant, c'est que là, bon, sur la droite, on rajoute de la structure, comme vous voyez ici. Et sur la gauche, bon, forcément, on en enlève. Et ça nous permet de rajouter du détail, comme vous voyez ici. Et ici, forcément, ça va nous lisser un peu l'image, hein, d'accord? Ça enlève ce détail sur la gauche. Bon, voilà. Outil structure, ça, on connaît tous. Vous avez aussi également la possibilité de rajouter de la structure par certaines zones, les tons clairs, tons moyens, ombres, comme vous voyez ici. Là, vous rajoutez de la structure au niveau des tons clairs, vous en enlevez, vous voyez, juste comme ceci. Au niveau des tons moyens, vous voyez, et ici au niveau des ombres. Comme je vous l'ai expliqué, bon, la structure, quand vous allez l'appliquer, va s'appliquer principalement en priorité sur les tons moyens, comme vous voyez là. Va venir le reste de l'histogramme aussi qui va s'appliquer à la structure, mais là, vous pouvez l'appliquer exclusivement aux tons moyens, juste comme ceci, comme vous voyez là, sans bouger le reste de l'histogramme, vous voyez. Là, c'est directement par zone, ce qui est relativement très précis. Et au niveau des ombres, c'est pareil, on le voit. Hein. On voit que cette partie-là bouge. Là, ici, par contre, vous avez les noirs qui sont ici, qui vous permet d'ajuster le départ du point noir, d'accord? Soit on le fait partir plus vers la gauche, ou soit on le décale un petit peu dans l'histogramme qui est ici, d'accord? Et ensuite, on a un bouton de structure fine. On va interagir sur des détails un petit peu plus fins, vous voyez, juste comme ceci.
Alors vous avez aussi la protection de la tonalité. Bon, là si vous allez les bouger, bon, on va pas voir grand chose, ce qui est fortement normal, puisque là, si ils seront actifs si vous ajustez par exemple la luminosité. Bon, je vais baisser par exemple ma luminosité, juste comme ceci. D'accord. Si je monte mes ombres, regardez ce qui va se passer. Là, on va tout simplement réajuster la luminosité au niveau des ombres. D'accord. On va éclaircir un petit peu au niveau des ombres et on va récupérer en même temps des détails. D'accord. Juste comme ceci. Regardez ce qui se passe. On va récupérer des détails dans les zones plus ou moins denses, vous voyez, plus ombrées, juste comme ceci. Bon, là, forcément, ici, si j'utilise l'inverse, la luminosité de manière éclaircie, juste comme ceci. Si j'utilise les tons clairs, regardez ce qui va se passer. Là, ça va être l'inverse. On va simplement assombrir les tons clairs, d'accord? Et ça va nous permettre aussi également de récupérer des détails dans les zones qui vont être un petit peu plus denses au niveau des tons clairs, juste comme ceci. Ces deux curseurs marchent aussi également lorsque vous allez appliquer ici, par exemple, un contraste juste comme ceci. Si vous voulez, vous voyez, regardez, hop, récupérer quelques détails ici au niveau des parties les plus sombres, hein, les plus denses. Vous voyez que ça fait son job, d'accord? Ça vous permet aussi de récupérer un petit peu de détails, parce que vous voyez que là, on passe à du pur noir. Justement, cet ajustement qui vous permet de récupérer quand même du détail dans cette partie-là. Ok. Si vous utilisez les tons clairs, bon, forcément, vous voyez que ça va assombrir un peu les tons clairs, et ça va nous permettre de récupérer aussi du détail là aussi. Vous voyez, déjà, rien qu'avec des ajustements globaux sur toute l'image, on est capable, grâce à SilverFX Pro, de jouer sur des zones assez sélectives, sans passer encore par les points de contrôle. Vous imaginez, on va passer aux points de contrôle après. Vous allez voir que ça va être relativement assez compétent. Ce que je voudrais faire quand même, avant de passer sur les points de contrôle, c'est de vous montrer quelque chose ici. On a l'apparition ici, par rapport à la version précédente de SilverFX, on a l'apparition forcément du curseur Clearview. Clearview permet de corriger le voile atmosphérique, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent Photolab 4, vous connaissez le curseur, bien sûr. Ce qui est vraiment très fort dans Clearview, c'est que vous allez pouvoir pousser ce curseur sans affecter et dégrader vraiment l'image, parce que vous voyez, même à 100%, il n'y a pas de formation de halo lumineux. Vous voyez, juste comme ceci, bon, l'effet est relativement fort, mais vous voyez que là, ça nous permet aussi en même temps, parce que c'est ce que j'avais dit une fois dans Photolab 4, le curseur Clearview peut être utilisé aussi pour récupérer vraiment du détail, et d'ajouter un petit peu de punch dans l'image, tout en contrôlant l'ensemble, vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez que rien qu'avec ce curseur-là, on est capable de récupérer pas mal de choses. On enlève ici, bon, forcément, le voile atmosphérique dans son œuvre primaire, mais là, vous voyez, là, ça nous permet de récupérer aussi du détail, aussi notamment dans l'image. Vous voyez, juste comme ceci. Parce que lui, Clearview, bon, bien sûr, il va permettre de restaurer le contraste, le micro-contraste, la saturation, et forcément les niveaux de noir. Bon, là, on le sait très bien. Ça vous donne vraiment un effet assez incroyable au niveau de l'image, et ça vous donne du punch vraiment à celle-ci. Hein. D'accord? Donc, apparition du curseur Clearview sur SilverFX Pro 3, ce que je trouve relativement intéressant pour du noir et blanc aussi, également. Et là, on va passer directement à la section points de contrôle. Alors, les points de contrôle, hein, bon, forcément, ça fait partie des réglages sélectifs. On va appuyer là-dessus. On va prendre, par exemple, un point de contrôle ici. Hop, juste comme ceci. La dernière fois, je vous avais dit, hein, là, vous avez la possibilité de les copier aussi comme ça. Mais si vous voulez appliquer un autre point de contrôle, vous pouvez le faire là. Hop, un troisième, un quatrième. Ensuite, on peut même les grouper, vous le voyez là. Hein, juste comme ceci. Vous les sélectionnez tout simplement là, et vous appuyez ici sur le plus. Vous avez un groupe. Vous pouvez les dégrouper. Vous voyez? Bon, là, je vais le grouper, et après, je peux supprimer tous ces points de contrôle en même temps, qui est relativement sympa. Alors là, bon, bien sûr, je vais encore appuyer sur mon point de contrôle ici. Bon, je vais en mettre un là, par exemple. Bon, on va prendre, allez, admettons, sur ce côté-là. Vous pouvez voir forcément le masque, hein. Voilà, juste comme ceci. Bon, on va refaire la même histoire que vous voyez là. On a ici la luminance et la chrominance. Là, la même chose, hein, même si c'est une conversion noir et blanc, vous avez toujours la luminance par rapport à la luminosité et la chrominance par rapport à la teinte. D'accord? Donc là, forcément, vous allez, hop, ici, affiner votre masque. Forcément,
l'étendre, hein, d'accord, le contracter ou l'étendre, juste comme ceci, grâce à cet effet de chrominance. Vous avez aussi la luminance, ça va vous permettre aussi d'ajuster et de parfaire votre masque et votre champ d'action. On va tout simplement revenir ici sur cette petite chose-là, on va enlever le masque, bon, on a ce truc d'action-là. Si vous voulez interagir forcément sur la luminosité, contraste, structure, d'autres choses aussi, on va pouvoir jouer également. Bon, on va le faire ici, regardez. Bon, la luminosité et le contraste qui reprennent les mêmes effets que vous voyez ici dans les réglages globaux, d'accord, à part que là, ici, on va le mettre de manière sélective dans le champ d'action qu'on aura déterminé grâce à la luminance et la chrominance aussi, là, grâce à la précision de la sélection. Ici, au niveau de la structure, bon, la même chose, on va rajouter de la structure, mais de manière locale, d'accord, dans le champ d'action du point de contrôle. Ici, la même chose, amplifier les blancs, vous voyez qu'on le fait là de manière locale. Là, forcément, comme j'ai ajusté quelque chose de relativement ici, on peut agrandir un peu la zone, par exemple, juste ici, et même au niveau de la chrominance, voilà, pour avoir un champ d'action un petit peu plus complet. Juste comme ceci, vous voyez, on va même interagir sur cette maison-là. Bon, je peux aussi jouer sur le rayon, hein. Vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de plus précis par rapport aux autres points de contrôle qu'on avait auparavant. Là, justement, si je veux amplifier les blancs, je peux le faire de manière locale, vous voyez, juste comme ceci. Les baisser, forcément, bon, là, on va pouvoir le faire aussi, vous voyez là. Amplifier les noirs, forcément, on va avoir tendance à assombrir les noirs. Là, forcément, on va les blanchir juste comme ceci. La structure fine, bon, on va reprendre le même curseur qui est ici, mais de manière locale. Et là, un truc intéressant, vous allez voir que c'est relativement bien. Si vous avez un curseur ici de colorisation sélective, c'est-à-dire que là, regardez, hop, on va reprendre, vous voyez ici, la couleur. On va reprendre l'image couleur, d'accord, juste comme ceci. Bon, là, je le mets sur ce champ d'action-là. Et là, on va retrouver la couleur d'origine de la photo, d'accord? Mais là, c'est si vous voulez l'appliquer, on va dire, juste comme ceci, de manière légère, vous pouvez le faire aussi également. Mais là, l'intérêt, c'est que vous pouvez le faire dans le point de contrôle juste comme ceci. Si on va revenir vers le masque, si on peut rétracter le champ d'action, on peut le faire aussi également, hein. Regardez, hop, on va aller juste vers la droite, voilà. On va réduire cela juste ici. On peut toujours le faire. Je vais réduire mon champ d'action encore comme ceci. Et on va utiliser cette chose-là. Vous voyez que là, on va utiliser une coloration sélective, juste plus appliquée sur le muret, puis juste un petit peu là, sur la première partie de l'herbe, comme vous voyez ici. Ce qu'on peut faire, c'est même contraindre un petit peu ce point de contrôle, juste comme ceci. Si vous regardez même le champ d'action, vous voyez, on peut agir vraiment de manière précise. Ok ? On peut même agir ici, sur cette partie du mur là, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez que là, on peut appliquer une coloration sélective sur seulement cette partie-là, ce qui est relativement sympa. Vous voyez ? Maintenant, si je veux une sélection d'actions plus étendue, vous voyez, on peut le faire juste comme ceci. Juste comme ça. Donc voilà quelque chose d'intéressant avec la coloration sélective, voilà. Je reviens un petit peu à zéro. Là, on va parler des tons sélectifs. Alors bien sûr, on a les tons clairs. Si vous allez aller vers la droite, on va forcément éclaircir les tons clairs. Là, forcément, les assombrir. Bon, là, je suis sur le point de contrôle. On va regarder un petit peu. Ouais, voilà. J'ai un champ d'action un petit peu plus établi. Bon, je vais jouer un petit peu plus sur la luminance et la chrominance. Voilà. Et je vais réduire un peu mon champ d'action. Faire une sélection un petit peu plus précise. Voilà. Pour prendre cette petite portion du mur, ce qui est relativement intéressant ici. Vous voyez, hop, je sélectionne cette partie du mur là. On peut même contracter davantage hein, si on le souhaite. Je joue avec la luminance, voilà. Tout est possible, comme vous voyez ici, avec ces deux curseurs là qui ont été ajoutés justement
pour préciser justement cette sélection qui est relativement sympa. Alors au niveau des tons moyens, la même chose, là vous allez éclaircir les tons moyens en allant vers la gauche, et forcément en allant vers la droite, vous allez les assombrir. Bon, les ombres, la même chose, hein. Ici vous allez, hop, bon là forcément la sélection elle est un petit peu trop, voilà, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais regarder au niveau de mon masque, voilà, ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Voilà, faut que la sélection ici soit beaucoup plus sympa. Voilà, donc au niveau des tons moyens, vous allez amplifier les tons moyens, les baisser, forcément, on le voit clairement ici sur l'image. Au niveau des ombres, là vous allez forcément éclaircir les ombres ou les assombrir de manière sélective. Et au niveau du point noir, vous voyez, c'est la même chose aussi, vous allez avoir tendance à éclaircir ici et forcément assombrir au niveau du point noir, juste au niveau de sa sélection. Voilà. Donc ClearView, ici on en avait parlé sur l'ensemble de l'image. Sur les points de contrôle, je vais tout simplement en arrêter là. ClearView, je vous l'ai expliqué juste tout à l'heure. Maintenant, on va passer sur l'outil filtre couleur. Alors, le filtre couleur, bon là c'est très simple. Ça va être une simulation des filtres colorés que vous aviez dans le temps, où vous aviez les photographes qui glissaient cela bien sûr sur leur objectif, ils les vissaient sur l'objectif bien sûr, pour ajuster le contraste des films noir et blanc. Donc on avait ces différentes teintes, d'accord, qu'on ajoutait sur l'objectif, et on ajustait justement le contraste par rapport à cela. Donc si par exemple je vais prendre le bleu ici, vous voyez que bon, l'intensité est mise à 100%, on va voir un effet ici sur l'image assez intéressant, d'accord, on va avoir une intensité au niveau des contrastes beaucoup plus marquée avec un filtre bleu. Si on va changer la couleur, bon, on peut le faire aussi ici, regardez, hop, je vais sélectionner la teinte par rapport à cette version-là, vous voyez ce que ça donne au niveau de l'image, hein. Si je vais ici vers la droite, vous voyez que ça interagit sur des contrastes sur différentes zones de l'image. Si vous mettez un filtre juste comme ceci, vous voyez à peu près dans la couleur jaune, et que vous régliez l'intensité juste un peu comme ça va interagir aussi un peu sur les contrastes, vous voyez, ça, sur les différentes zones de l'image. Ça peut être relativement intéressant au niveau des effets noir et blanc. Vous voyez qu'ici, bon, sur le bleu, sur la couleur plus ou moins bleu comme ceci, ça ajoute beaucoup plus de densité au niveau de l'image, au niveau des contrastes. Regardez la différence avant-après. Juste avec un filtre comme ceci, vous voyez que c'est relativement intéressant. D'accord ? Ça peut être utile aussi sur un effet noir et blanc, sur justement une image comme celle-ci. Ça lui donne du punch, comme vous voyez là. Bon, si vous faites la différence avant-après, forcément, regardez, avant-après. On voit ici que les noirs sont beaucoup plus profonds. On va passer maintenant à la catégorie suivante, le type de film. Bon, là, si je vais revenir en arrière, d'accord ? Allez, c'est parti. On a ici des simulations de films qui sont relativement intéressants. Alors, les simulations de films sont relativement intéressantes, puisque là, vous allez retrouver des caractéristiques par rapport à ces types de films. On va parler du grain, on va parler du contraste et de la réaction par rapport aussi à la couleur justement de ces films. Là vous voyez ici les différents types de films qui sont émulés. Mais bon, vous voyez, on a on a pas mal de films qui sont émulés ici, ce qui peut être relativement intéressant lorsque vous voulez donner un rendu sur un noir et blanc. Si je sélectionne par exemple ce premier type de film, vous voyez que là on a le grain qui est sélectionné, on a la sensibilité par rapport à la couleur qui sont modifiées ici, juste comme ceci. Donc ces types de films, on va pouvoir même les configurer avec le grain par pixel, la durée du grain, puis la sensibilité ici de la couleur. Bon, le grain par pixel ici, comme vous allez le remarquer ici, c'est que là, bon, plus vous allez aller vers la gauche, plus vous allez avoir une présence de grains ici, comme vous voyez, hein, d'accord ? Et ici, si vous allez aller vers la droite, forcément, le grain sera beaucoup moins présent. Vous pouvez, vous voyez, simuler ce type de grain, ce qui est relativement très bien fait. Vous voyez, juste comme ceci. Et ensuite, vous avez aussi la dureté du grain, d'accord ? Vers la gauche, forcément, ce sera plus fin, comme c'est indiqué là. Hein. Et vers la droite, bon, ici, on le voit clairement, ce sera plus gros. D'accord ? Vous pouvez régler donc la dureté du grain ici, soit gauche, soit droite, on le voit ici clairement sur la photo ici. Voilà.
Ensuite, la sensibilité du film par rapport aux couleurs de l'image, bien sûr, vous voyez ici, sensibilité par rapport aux couleurs rouges, comme vous voyez là. Sensibilité par rapport aux couleurs jaunes, d'accord. On peut régler cela aussi par rapport à la couleur verte. Bon, on trouvera ça dans la verdure forcément, par rapport au bleu. Là, on voit qu'on interagit directement aussi sur le ciel, normal, parce qu'à l'origine, c'est un ciel bleu. Et vous avez aussi les niveaux et courbes, hein, comme vous voyez ici, vous pouvez modifier aussi des choses par rapport à cela, puisque bon, ce type de film va interagir aussi sur la courbe. D'accord? Juste comme ceci. Bon, ainsi, on va remettre cela bien sûr à 0, on va revenir en neutre, et on va passer justement à l'autre partie ici, le grain de la pellicule. Là, vous avez des simulations de films argentiques hein, qui ont été faites par DxO. Juste ici, vous avez tous ces trucs-là. Bon, il y en a quand même une bonne multitude, forcément. Hop, film noir et blanc, juste ici. Vous pouvez régler l'intensité, vous pouvez mettre plus de taille de grain, vous voyez, juste comme ceci. Voilà, l'intensité forcément, là, avec une taille de grain plus importante ou moins. Alors ici, on en vient sur réglage de finition. Alors, réglage de finition, on a ici un réglage, bon, section virage, comme vous voyez là, ici qui est mis directement sur neutre. Ça va vous permettre de teinter vos images noir et blanc. Bon, ça va être un petit peu une émulation comme un virage, d'accord. On va injecter une tonalité, justement, comme vous voyez ici, dans notre noir et blanc. Vous avez ici plusieurs presets hein, qui peuvent être pratiques, vous voyez. On a ici 24 émulations qui sont pas trop mal. Si je reviens ici sur la neutre, alors la première chose qu'on va utiliser, c'est l'intensité d'une couleur, qui va agir aussi sur la tonalité ici que vous voyez, argentée. Tonalité argentée qui définit l'intensité des tons sombres, bien sûr. On va tout simplement injecter une nuance, par exemple, bon, le bleu qui est ici. On peut rajouter quelque chose un petit peu plus magenta ici. Vous voyez, bon, c'est l'injection, comme vous pouvez le constater là, d'une couleur, avec son intensité, bon, et la tonalité argentée. Ensuite, on a la nuance de papier. Bon, nuance de papier, c'est la teinte de remplacement des tons clairs, c'est-à-dire ce sera associé au blanc du papier. Bon, là, on va émuler par exemple la nuance de papier. On va aller sur la tonalité de papier pour définir l'intensité, d'accord? Juste comme ceci. Ça reprend un peu l'idée du virage partiel que vous pouvez retrouver dans n'importe quel logiciel de post-production. À part que là, ils ont implémenté les termes plus techniques et plus exacts au niveau de la teinte injectée, la première teinte, et on va interagir ici sur le papier sur la deuxième teinte, d'accord? Et vous avez aussi un effet de balance, première couleur ou deuxième couleur, vous voyez là. Pour simplifier cet outil, de toute façon, gardez bien à l'esprit que bon là, on va interagir plus sur les tons sombres, et là, les tons clairs, d'accord? Ils ont agi un petit peu plus sur les termes techniques, mais là, c'est les tons sombres, et là, c'est les tons clairs. Donc, vous injectez une couleur dans les tons sombres, et injectez une couleur dans les tons clairs, et forcément, vous allez jouer avec la balance qui est là, soit plus vers les tons sombres ou plus vers les tons clairs, vous voyez, juste comme ceci. À la gauche, ce sera plus les tons sombres, et à la droite, bien sûr, ce sera plus les tons clairs, ok? Si vous voulez faire une balance entre les deux couleurs, vous le faites ici. Hop, on revient en arrière avec ce truc-là. Ensuite, vous avez le vignettage. Vous avez différents effets créatifs au niveau du vignettage. On les voit ici, hein, d'accord? Vous voyez, bon, on a tous ces presets qui sont là. Je vais en prendre par exemple un au hasard, celui-ci. Et là, bon, vous voyez que là, vous avez la possibilité de déterminer le centre. Si je veux déterminer le centre ici, forcément, le vignettage sera plus appliqué. On verra plus l'assombrissement ici. Si je veux définir le centre encore ailleurs, par exemple sur cette petite maison-là, ça va s'appliquer là. Et on peut définir bien sûr la forme de la vignette. Et aussi la taille, bon là il est à 100%, mais si par exemple je veux réduire la taille de la vignette, je peux interagir aussi de manière négative, et là forcément je peux interagir aussi de manière négative. Ça c'est une partie aussi, on va dire, créative, d'accord? Donc l'effet vignette, vous voyez, bon, très simple. Vous avez différents presets, ou bien vous pouvez l'appliquer aussi de manière aussi sélective ici, grâce à tous ces curseurs. Donc vous avez la quantité de vignettes, d'accord? Si vous voulez injecter une grosse quantité de vignettes ici, bon, ici, on va l'appliquer plutôt en valeur négative pour avoir justement un vignettage noir comme ceci. Vous allez déterminer la forme et forcément la taille de celle-ci, soit comme cela, bien prononcé, vous voyez, juste comme ceci. Au niveau de la quantité, on peut forcément encore plus appuyer. Bon, on a un effet plus ou moins marqué,
Mais bien sûr, si vous voulez revenir tout doucement comme ça, il est possible de le faire. Très très simple au niveau de l'outil vignettage, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus forcément. On va revenir sur l'autre ici, outils créatifs. Ce sont des outils créatifs, hein, bien sûr, ces choses-là. Ça rentre dans cet effet de finition. Ici, on a des côtés brûlés. Bon, tous les bords de, bon, vous avez différents presets aussi également, d'accord. Vous avez la possibilité d'interagir directement aussi manuellement, vous voyez, en montant la taille, voilà, en faisant une transition un petit peu plus marquée. Si là, par exemple, soit partir sur le haut, faire de même, hein, vous voyez, bon, on obtient cet effet plus ou moins brûlé au niveau de l'image, vous voyez, au niveau des bords. On peut l'appliquer aussi sur l'autre partie là, comme vous voyez ici, d'accord, la partie gauche. Bon, pareil, bon, je fais ça vraiment de manière à vous le présenter, mais bon, c'est à vous de vous amuser un peu. La transition, vous voyez qu'elle se fait de manière progressive. Si vous avez plus vers la droite, si vous voulez marquer, bon, vous mettez plus vers le centre, un petit peu moins, d'accord, juste comme ceci. Après, vous avez aussi la possibilité de le faire vers le bas, vous voyez, tout est possible, hein, grâce à ce truc-là. Et vous avez, bon, cet effet-là. Bon, bien sûr, à voir, si vous voulez utiliser, il y a toujours cette possibilité-là. Vous voyez qu'au niveau des outils créatifs, on est assez complet. Donc c'est relativement intéressant. Bon, on peut réinitialiser cela, bien sûr, grâce à cette petite flèche que vous voyez ici en arrière. Vous avez la bordure de l'image aussi là. Bon. Là, ça va vous permettre de rajouter un cadre. Si vous souhaitez rajouter un cadre à l'image, vous voyez que c'est fait de manière assez simplifiée ici, hein, vous voyez là. Juste comme ceci, il est possible d'apporter un cadre. Vous voyez. Si par exemple je prends ce cadre-là, type 11, vous avez la possibilité d'ajuster bien sûr cela, grossir cette partie du cadre, la diminuer bien sûr. Vous avez l'écart, bon là ça s'étend vers l'image, on le voit en se déplaçant vers la droite. Par contre si vous allez vers la gauche, ça va se contracter, ça va vous donner un petit peu plus de visu au niveau de l'image. Et ici bien sûr, ça va jouer sur les détails de l'image, vous voyez, bon ça va se faire de manière aléatoire, juste autour de l'image, juste comme ceci, au niveau de votre cadre, vous voyez. Voilà, là on le rétracte, à la rigueur, bon au milieu ça donne ce résultat-là. Et si vous allez sur la droite, vous voyez, on a des effets qui viennent s'ajouter autour de l'image et à ce cadre, bien sûr. Voilà, bien sûr, on va désactiver cela, hop. Je voulais revenir un petit peu sur les presets aussi pour terminer, pour mettre un point d'honneur aussi là-dessus. C'est que bon là, par exemple, je vais utiliser mon Clearview, bon, un peu comme ceci. Je vais utiliser un petit peu de luminosité dynamique. Voilà, un peu de contraste doux, voilà. Juste comme ceci. Je vais faire mon avant-après, vous voyez, bon, j'ai rajouté un petit truc comme ça. Truc rapide. Si je décide de le sauvegarder en preset, bon, je peux le faire aussi également. Bon, j'enregistre le pré-réglage. Si j'avais appliqué des points de contrôle, vous avez la petite case à cocher, bien sûr, et les points de contrôle seraient enregistrés dans ce pré-réglage. Je vais mettre, par exemple, exemple 01. Alors, que va-t-il se passer? Cet exemple 01 va aller dans mes personnalisés, comme vous voyez là. Bon, on a ici tous les réglages, d'accord, mais les personnalisés, vous allez les retrouver justement ici en dessous. Et on a l'exemple 1. Vous souhaitez exporter le pré-réglage, vous pouvez le faire ici, d'accord. Vous exportez votre pré-réglage, bon, forcément sur votre ordinateur. Ici, vous avez la deuxième icône qui est juste ici. Alors, si par exemple vous modifiez un truc, bon, voilà, vous rajoutez plus de ton clair. Bon, je vais faire un petit truc relativement vite fait, hein, bon, juste comme ceci. Si vous décidez de mettre à jour votre preset avec les réglages actuels, bah, vous le faites ici, hop. Voulez-vous vraiment remplacer ce type? Eh ben, on fait oui. Et vous avez même la possibilité de mettre à jour avec les points de contrôle, mais là on n'en a pas de points de contrôle. Donc on va faire oui comme ceci, et vous voyez que votre preset se met en place automatiquement. Vous avez même la possibilité d'effacer ce preset là aussi, d'accord? Pour supprimer ce preset ici. Bien sûr, si vous avez plusieurs presets personnalisés, vous avez la possibilité aussi d'exporter tous vos presets, d'accord? Si vous avez quelques presets en même temps, vous pouvez tous les exporter. Si vous décidez d'importer le pré-réglage sur un autre ordinateur, vous avez toujours la possibilité de le faire ici, importer. Vous allez là, vous faites importer le pré-réglage, et forcément vous allez chercher le pré-réglage que vous souhaitez importer, et vous l'importez bien sûr sur l'ordinateur. Je vous parle de cela bien sûr, si vous voulez vous échanger des presets entre vous, ça peut être pratique aussi également. Alors,
Vous avez bien sûr l'historique. Ça, bon, c'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Depuis tout à l'heure, on a un historique que vous allez retrouver ici. D'accord? Si vous voulez essayer justement cette suite Nik Collection 4, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Vous allez aussi sur mon site internet, vous avez juste la petite icône qui est là. Vous cliquez dessus, vous tombez forcément sur le site de la Nik Collection. Petit aparté aussi également, vous avez sur mon site internet un onglet DxO qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'aller vous rendre sur tous les tutos DxO Photolab 4 que j'ai fait justement jusqu'à présent. Vous pouvez cliquer justement sur l'icône ici, vous tomberez sur la playlist bien sûr. Vous avez toutes les dernières promotions, etc. Vous avez tous les logiciels que je couvre aussi également sur la chaîne. Vous avez tous ces liens affiliés qui sont juste ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!